La Sougia dans Masechet Shabbat, Moudalef à Moudalef. Donc une étude sur les lettres de l'alphabet hébraïque. On était arrivé au Lamed, on va continuer donc à partir du Mem. Mem Petoucha, Mem Setouma. Donc dans l'alphabet hébraïque, nous avons des lettres telles le Mem. Il existe le Mem ouvert, Mem, ce qu'on appelle Mem Petoucha, et Mem Setouma, c'est-à-dire le Mem fermé. On sait que la lettre Mem ouverte, le Mem ouvert, c'est le Mem qu'on utilise en milieu de mot, et le Mem fermé, c'est le Mem qui clôture un mot, en fin de mot. À quoi fait référence le Mem ouvert et le Mem fermé? Dit la Gemara, Ma'amar Patouar, Ma'amar Satoum. Une parole ouverte, donc même, la lettre Mem, c'est la première lettre du mot Ma'amar, qui veut dire une parole, un dire, comme Vayomer Hachem dans les psukim de la Torah. Donc une parole ouverte, Ma'amar Satoum, une parole fermée. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la Torah sur lesquelles il faut ouvrir sa bouche, il faut en parler. Mais il y a d'autres choses, certains sujets de la Torah, dont il ne faut pas parler, il faut, je m'excuse de l'expression, il faut cela fermer. C'est le Mahamar, le dire, doit être fermé. Quelles sont ces choses? Alors Rachid explique qu'il y a des sujets dans la Torah sur lesquels on a le droit d'être doresh, c'est-à-dire on a le droit d'expliquer, de commenter, de parler, de développer. Mais il y a des sujets de la Torah sur lesquels on a l'ordre, on est metsouvé. Donc là aussi le même de Mahamar, c'est aussi le même, donc le même du mot Mahamar qui veut dire les paroles, les sujets, c'est aussi le même du mot metsouvé. C'est-à-dire, il y a des sujets sur lesquels on a l'ordre, les sotman, de les fermer, de ne pas en parler. Il dit Rachid par exemple, Maaseh Merkava. Maaseh Merkava, c'est la prophétie de Yecheskel, du prophète Yecheskel, qui a parlé de ce qu'on a traduit en français par le char céleste. Alors ça, ce sont des sujets dont on n'a pas le droit dont on n'a pas le droit d'en parler. On a le droit de les étudier, avec des conditions très particulières. On trouve au début de Masechet, pas au début, mais dans le deuxième chapitre de Masechet Ragiga, la Mishnah dit qu'il y a des sujets tels Maaseh Merkava qu'on n'a pas le droit d'enseigner. Alors on doit les étudier, seul ou avec un maître érudit en la matière. D'ailleurs, un sujet sur lequel le maître n'a pas le droit d'avoir plus qu'un élève à la fois. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet dont on parle devant un public, composé plus d'une personne, et même cela, ce qu'on va dire à l'élève, la Gemara dit, c'est seulement Raché Prakim, c'est-à-dire seulement les têtes de chapitre. Donc on va en dire le strict minimum. Pourquoi? Parce que dans le Maaseh Merkava, il y a deux choses. D'abord, il y a la difficulté du sujet. Et étant donné que c'est un sujet qui est extrêmement difficile, extrêmement délicat, on ne peut pas tout dire. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut comprendre. C'est tout ce qu'on comprend dans la vie. Il y a une formule qui dit, je ne sais pas si elle est obligatoirement vraie, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Ouais, ben, tu peux très bien avoir 10 personnes hyper balèzes devant toi. Oui, effectivement. Mais donc ce sont des, on va dire, dans un premier temps, ce sont des notions qui sont extrêmement difficiles. Ah, alors tu dis, ben maintenant si j'ai 10 personnes qui sont très intelligentes, qui sont très fortes, très érudites, malgré tout, on leur enseigne pas. Parce que ces choses, elles doivent être satoum, fermées. Ce qui est fermé renvoie à la notion de la tsniout, de la pudeur, on va dire de la discrétion. C'est-à-dire que ce sont des choses, j'emprunte une idée du Maharal, on va dire que ce sont des choses qui touchent quelque chose d'intérieur, d'intime. Parce que, à partir du moment où on parle du char céleste, on va toucher quelque chose
d'intime, si on peut ainsi dire, ce sont des mots empruntés aussi, chez Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on va parler, quand on parle des lois de Shabbat, quand on parle, et surtout ça c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc on est dans son ratson, on est dans sa volonté, mais on n'est pas dans son être. C'est-à-dire, si je dis comme ça, je veux le livre, ou bien non, je ne vais pas dire je veux le livre, je dis, je demande, faites un exercice. Le professeur demande aux élèves, faites un exercice de mathématiques, de français, d'études. On va le dire dans le Kodesh. Le Rav dit aux élèves, étudiez une page de Gemara. Lorsque les élèves étudient la page, donc ils réalisent l'exercice que le maître leur a demandé. Donc ce qu'ils vont faire dans la page de Gemara, ils ne sont pas en train de parler du maître, ils sont en train de réaliser ce que le maître a demandé. Okay, donc on va dire c'est extérieur. Même si à travers le texte, ici dans la Torah, on va découvrir une facette ou une partie d'Akadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas encore lui-même dans son essence, ou en tout cas dans ce que l'homme peut atteindre de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Mais Maaseh Merkava, c'est un sujet qui parle, encore une fois, c'est des mots empruntés, parce que chaque Akadosh Baruch Hu, on ne peut qu'emprunter des mots pour parler de lui, mais c'est un sujet qui parle de l'essence de l'être d'Akadosh Baruch Hu. Là, on parle des malachim, des séraphim, des chashmalim et de beaucoup de notions qui sont encore plus proches d'Akadosh Baruch Hu. Si maintenant l'exercice serait, dites-moi, vous les élèves, qu'est-ce que vous pensez de moi? Donc, le premier exercice, c'est faites votre exercice de mathématiques. Deuxième exercice, c'est qu'est-ce que vous pensez de moi? Alors là, on va toucher quelque chose de plus sensible, parce qu'on parle du maître. C'est d'autant plus sensible que peut-être qu'on a une très mauvaise perception de lui. On ne le connaît pas, on le connaît mal. Alors là, j'emprunte l'idée du Maral. Le Maral, il dit comme ça. Il dit, c'est-à-dire, si la notion, elle est discrète, elle est intime, elle est profonde, alors pour l'étudier, il faut adopter un comportement semblable au concept. C'est-à-dire, si le concept, il est dévoilé, alors je peux l'enseigner de façon dévoilée. Si le concept, il est voilé, il faut que la façon dont je l'étudie et je l'enseigne soit aussi de façon voilée. Parce qu'ici, non seulement on ne peut pas étudier ces sujets avec plus qu'un élève, donc c'est seulement un élève, même l'élève, on ne doit pas tout lui dire. C'est-à-dire l'élève, il doit entendre qu'il y a ici des choses qui sont voilées et que seul lui-même pourra les découvrir. Donc, pour pouvoir découvrir, alors là j'emprunte une idée de Ravolbé. Ravolbé dans les choux, il dit comme ça. Si ces sujets sont voilés, donc selon l'idée du Maharal, l'enseignant, le maître, il doit voiler des choses, mais maintenant l'élève, à un moment donné, on va lui dire, puisque tu touches quelque chose de profond, d'intime, de voilé, il faut qu'à ton tour, tu touches ce qu'il y a de plus intime, de plus voilé en toi-même. C'est-à-dire ce sujet qui est voilé, qui est satoum, qui est fermé, ça va te renvoyer à quelque chose chez toi qui s'appelle aussi le satoum, le fermé. Et ça, il n'y a que toi qui peux le découvrir. Moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas te dire à toi qu'est-ce qui est voilé en toi. C'est il n'y a que toi qui peux le découvrir. Donc c'est tout ça que le maître, il va dire à l'élève des têtes de chapitre. L'élève suffisamment fort, selon les conditions qui sont dites là-bas dans Chagiga, il va comprendre qu'on lui a donné des outils qui vont lui permettre de dévoiler ce qu'il y a de plus intime en lui-même. Parce que dans la Torah, c'est toujours comme ça. Ce que j'étudie, ça me rendra à moi-même. Si ce que j'étudie, ça ne me rendra pas à moi-même, alors j'ai fait de la Torah une science. Quand j'étudie les mathématiques, ça ne me rendra pas obligatoirement à une notion mathématique de l'être humain. Quand j'étudie les langues, ça ne me rendra pas obligatoirement. Je vais apprendre une langue, je vais apprendre l'anglais, je vais apprendre le chinois, etc. Je ne suis pas obligé de faire une étude linguistique, pas seulement dans la langue, mais même dans la, on va dire je ne suis pas obligé d'étudier la notion philosophique du langage. J'apprends une langue, je vais apprendre des verbes, je vais apprendre des mots, je vais apprendre une grammaire, tout simplement. Alors, la Torah, c'est pas comme ça. Tout ce qu'on étudie dans la Torah, ça doit faire effet boomerang, ça doit me renvoyer à moi-même. Ok? Donc, l'idée du Maharal, j'emprunte cette idée parce qu'il ne la dit pas ici précisément. L'idée du Maharal, c'est de dire, si la chose elle est voilée,
alors je dois l'étudier. C'est l'approche que je dois avoir avec la chose, c'est d'étudier de façon voilée. L'idée que j'emprunte à Ravolvé, de toute façon il décrit ça sur Maaseh Merkava, si la chose elle est voilée, parce qu'elle touche quelque chose d'intime, donc de délicat, c'est extrêmement délicat de parler de cette profondeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est extrêmement délicat. C'est facile, entre guillemets, de parler du Shabbat, de parler des lois du prêt ou des lois du mariage, etc. Mais dès qu'on va parler directement d'Akadosh Baruch Hu, comment ça se passe dans les mondes célestes avec les anges et les malachim et les tsevakot, etc., où là je touche quelque chose d'extrêmement sensible. Déjà on voit bien que ce sont des notions qui s'éloignent du monde matériel ou de la terre sur laquelle on vit. À un moment donné, il faut sortir de tout ça. Donc je vais aller dans un monde, je vais dans une dimension qui est voilée, avec laquelle on ne vit pas tous les jours. Donc la première idée, c'est de dire, si la chose elle est voilée, l'approche que tu dois avoir pour l'étudier, c'est aussi de façon voilée. Je ne peux pas étudier une chose voilée de façon dévoilée. J'abîme la chose. Ça, c'est l'idée du mal. La deuxième idée, c'est par conséquent. C'est exactement ce qui va transmettre le maître à l'élève. Il va lui dire, on est en train d'étudier quelque chose d'extrêmement voilé. Par conséquent, premièrement, ça veut dire que je ne peux pas tout te dire. Et deuxièmement, ça veut, si moi je ne peux pas te dire, parce que là-bas la Mishnah dit Mevin Midato, c'est une des conditions de l'élève qui pourra étudier Maaseh Merkava, c'est seulement un élève qui est Mevin Midato, ça veut dire que c'est un élève qui peut comprendre par lui-même. C'est quoi par lui-même? Il expliquera Volvé. Ça veut dire que l'étude, elle va le renvoyer à lui-même, et s'il sait découvrir ce qu'il y a de plus intime en lui-même, c'est-à-dire s'il a déjà fait ce travail sur lui, ou s'il le fait, alors il pourra aussi le faire ailleurs. Mais dire à quelqu'un, cherche la profondeur des choses, et chez lui la notion de la profondeur c'est quelque chose qui n'existe pas, il n'a jamais fait ce travail sur lui-même, alors il ne saura pas aller en profondeur du texte ou en profondeur de l'idée. Ok, c'est-à-dire, si j'ai jamais fait l'exercice, si dans la vie je ne sais pas ce que ça veut dire approfondir, et encore une fois de façon très proche à moi-même, j'ai jamais approfondi moi-même. C'est quoi le soi, c'est quoi le moi, qu'est-ce que je suis? Pas seulement dans des questions techniques de quoi l'homme est composé, mais vraiment c'est comprendre la profondeur de l'être humain. Alors, si c'est quelque chose que je ne sais pas faire, lorsque le maître il va dire bon, comprends par toi-même, mais c'est quoi moi-même? Où je vais le chercher ce truc? Ah, ça tu sais pas faire, je ne peux pas t'enseigner Maaseh Merkava. Le Rav ne peut pas enseigner le Maaseh Merkava, qui est un sujet profond, à un élève qui n'a pas de profondeur. Plus que ça, à un élève qui ne va pas chercher en profondeur de lui-même, il ne va pas chercher dans cette profondeur à lui-même. Oui, il n'a jamais été au plus profond de lui-même. Pas seulement, c'est-à-dire, pour atteindre le plus profond d'une idée, il faut que je puise au plus profond de moi-même. Et ce plus profond de moi-même, le Rav, il ne peut pas me le dire. Parce que sinon, c'est plus moi, c'est lui. Parce que toute la Torah qu'on entend d'un Rav, c'est une Torah qu'on reçoit de l'extérieur. Le Rav, il dit c'est comme ça, le Rav, bien sûr, l'élève, il est là, il pose des questions, il veut comprendre. C'est pas on gobe, on avale, amen, et on fait Shakol Yamidvaro, et puis Boré des Fachot sur la Torah du Rav. Bien sûr, on discute, on approfondit, on questionne, on interroge, etc. On soulève des questions. Mais ça reste quelque chose que je reçois de l'extérieur. C'est comment le Rav, je suis en train d'étudier la Torah du Rav. Je suis en train d'entendre comment le Rav, lui, il a compris la Torah. Donc je suis en train d'entendre sa profondeur à lui. Qui va me toucher, certes, qui va me permettre à moi de développer ma sensibilité, de développer ma profondeur. Mais à un moment donné, le Rav dit, oh, là on va toucher un sujet qui s'appelle la profondeur divine, ça, il n'y a que toi qui peux le comprendre. Parce que ça va te renvoyer à ta profondeur à toi. Ça, c'est le Rav, il ne peut pas le dire. Non, un bon psychanalyste, donc qui font aussi un peu ce travail pour permettre à l'être humain d'aller au plus profond de lui-même, dans son subconscient, dans son inconscient, etc. On sait qu'un bon psychanalyste, c'est un psychanalyste qui ne dit rien. Ça veut dire, le psychanalyste, il ne va pas dire au sujet, il va dire, voilà comment tu es. Il va le laisser parler, et en laissant parler l'autre, eh ben, l'autre, il va se découvrir, donc il va l'aider. Il y a un truc qui me gêne, c'est que je parle de la profondeur de l'être. Nous, on est des êtres finis, notre profondeur est infinie. Ouais. Donc, comment nous, finis, on peut comprendre quelque chose qui est infini. C'est intéressant comment tu formules la question. C'est-à-dire quoi? On est des êtres finis. Si le plus profond... On ne marche pas projection. Il faut essayer de comprendre des choses. Nous, on est
Moi j'aime pas l'expression on est un être fini, parce que si la profondeur, on est limité, mais pas fini, c'est pas la même chose, on est limité. Effectivement, ce que je comprends aujourd'hui, je dois toujours me dire, c'est pas la finalité de ce qu'il y a à comprendre. C'est pas l'ultime compréhension. D'ailleurs, justement dans ce jeu, ici du Maaseh Merkava, le Rav dit à l'élève, moi j'ai compris quelque chose, mais je te le dis pas. Toi tu vas comprendre quelque chose. Donc toi tu vas étudier la notion, tu vas chercher au plus profond de toi-même, etc. Et tu vas comprendre quelque chose. Finalement, on n'a pas compris la même chose. Parce que c'est rare que deux personnes étudient le même sujet, surtout dans la Torah, c'est rare que deux personnes étudient le même sujet, ils arrivent à la même conclusion. Donc ça va bien dans le sens de ce que tu dis, on est des êtres, c'est-à-dire qu'on est dans l'infini. Finalement, donc aujourd'hui j'ai appris Maaseh Merkava avec un élève, demain je vais étudier avec un autre élève, je vais à ton tour de comprendre, parce que ça va dépendre de ton intimité, de la profondeur de ton être, etc. Donc, et puis, si on réunissait avec comme ça le troisième élève, le quatrième, le dixième, chacun individuellement. Donc on laisse chacun faire ce travail où il a cherché dans ce qu'il y a de plus enfoui en lui-même pour comprendre. Parce que véritablement, pour comprendre la profondeur de l'autre, il faut que je comprenne d'abord la mienne. Si j'ai jamais fait ce travail vis-à-vis de moi-même, moi je le dis dans le Shalom Bayit, je regarde les choses sont peut-être un peu plus terre à terre, plus au quotidien, je le dis dans le Shalom Bayit et dans le Chinour, dans l'éducation des enfants, quand les parents disent, ou quand deux conjoints disent, mais je te comprends jamais, à un moment donné, il faut se poser la question, mais si j'arrive pas à le comprendre à l'autre, si j'arrive pas à comprendre mon enfant, si j'arrive pas à comprendre ma femme, si j'arrive pas à comprendre mon mari, à un moment donné, ça doit me renvoyer à moi-même. C'est peut-être tout simplement, je ne me comprends pas à moi-même. D'ailleurs, on dit l'autre, il est bien souvent là pour mettre en avant les problèmes, les questions, les défauts, les vices que j'ai en moi-même. On va dire, là, t'as rien compris, c'est un idiot. Non, l'autre, il a très bien compris. Il me renvoie au fait que moi, j'ai pas compris. Alors, quand on dit, je te comprends jamais, un jour, ma femme, elle me dit, authentique, elle me dit, je te comprends pas. Et je lui ai dit, mais quand on s'est mariés, tu croyais que tu allais me comprendre? Moi, j'aime bien la titiller un peu sur tout ça. Je lui dis, mais Baruch Hashem, tu croyais vraiment que tu allais me comprendre? On ne se marie pas avec l'être qui nous comprend. D'abord, on ne sait pas au début. À 99 ans, on va se dire, ah oui, ma femme, elle m'a compris toute ma vie. Ça prend du temps pour comprendre l'autre. On ne parle pas le même langage, Mars et Vénus, tout ça, on connaît. Et ça veut dire, bien sûr que tu ne me comprends pas, mais moi, la question que je me pose, c'est quand je vais le faire sur moi-même, je vais arrêter d'embêter ma femme. Si je te dis, je te comprends pas, alors je dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire pour comprendre ma femme? Alors je vais essayer de comprendre son langage, je vais essayer de comprendre sa psychologie, je vais essayer de comprendre son être. Tout ça c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. À un moment donné, il faut que je me pose la question à moi-même. Et si je ne la comprends pas, je me pose la question, je dis, mais est-ce que je me comprends à moi-même? Parce que soi-même, on vit plein de contradictions, on vit plein d'incohérences. Tout ce qui nous frustre dans la vie, tout ce qui nous met en colère, tout ce qui nous déplaît, ça nous renvoie finalement à un décalage entre moi et moi, qui est en moi, le moi et moi qui est en moi-même, le je et le moi, comme ils disent les psychanalystes. C'est à un moment donné, je comprends pas. Je croyais que c'était comme ça, et puis finalement, je réagis pas comme ça. Alors, on est plein de frustrations, plein de mécanismes psychiques, émotionnels, etc. C'est génial, mais c'est que des incompréhensions. C'est tout un art de concevoir l'être que nous sommes. Quand on arrive à comprendre quelque chose qui est en nous, c'est génial. Alors là, la pyramide, elle avance, la construction, elle avance. Donc quand je dis à l'autre, je te comprends pas, moi je le traduis, je te comprends pas parce que je me comprends pas. Parce que je sais même pas ce que ça veut dire comprendre l'être. Il dit, tu me comprends pas, et toi tu te comprends? Oui, dit dans le sens de l'étude, c'est comme ça que ça se dit. Mais toi tu te comprends à toi-même. Si tu te comprends pas, c'est-à-dire si tu sais pas toi-même qu'est-ce que tu es, qui tu es, mais tu ne sais pas te comprendre l'autre, ça commence même pas. Donc la compréhension de l'autre, elle commence par la compréhension de soi. C'est pour ça qu'on s'entend jamais. C'est pour ça que les incompréhensions, c'est du quotidien. Ici, c'est la même chose qu'Aviarol, bien sûr, à une autre échelle, puisqu'elle est divine, c'est Maaseh Merkava. Comment je peux prétendre toucher ou m'approcher de la compréhension ou de la découverte de Dieu si j'ai jamais été à la découverte de moi-même? Donc le Rav dit à l'élève, et c'est là où je dis, c'est là où je dis, j'aime pas l'expression on est des êtres finis. Non, on est des êtres limités, oui. Mais la question, c'est de savoir, la limite, elle est où? On voit par exemple un enfant. On peut donner je vais présenter un machal
et de deux façons. Un enfant, quand on lui apprend par exemple à nager, alors il dit je peux pas, je vais me noyer. Je dis, non, t'inquiète pas, il y a une bouée. Non mais je peux pas. Toi tu. C'est-à-dire que l'enfant il a mis la limite là, je dis non, la limite elle est ici. Ou bien les enfants eux-mêmes, des fois, c'est les enfants, des fois c'est les adultes aussi, l'adulte aussi comme ça, on veut voir jusqu'où elles vont nos limites. Moi je vois les enfants, ils adorent sauter dans les escaliers. Ils font la course, enfin ils font des concours. Moi je saute deux marches. Alors, il en monte. Vous voyez, moi je peux sauter 10. Parce que devant l'autre, les limites on les pousse toujours un peu plus. Alors il se met à la 10e marche, et puis le papa leur dit, mais tu es complètement dingue, tu vas te casser une jambe ou un bras. Descends au moins la moitié. Il dit, non, je te dis, je peux sauter. Bon, là, allez, vas-y, saute. Alors là, il voit, non, oulala, 10 marches, je vais me casser la figure. Bon, allez, bon, pas 10, 9, je me suis trompé. Parce que dans la vie, on tâtonne, on cherche nos limites. On est limité, oui, mais elles sont où les limites? C'est quoi la limite de la limite? Où commence la limite? Où la limite, elle s'achève? Alors, des fois, il y a des domaines dans la vie où on teste, on essaye. Par exemple, le sommeil, on dit, oh, je besoin de dormir 18 heures. Voilà. Allez, dors 8 heures, tu as besoin de dormir 8 heures. Non. Moi, je me suis rendu compte que, alors je vais voir combien je tiens. À 2 heures du matin, il est explosé. Ta limite, c'était 1h30. L'autre, c'est minuit, l'autre, c'est 11 heures, etc. On est limité. Maintenant, il faut savoir aussi que, et c'est peut-être lié à la première idée, que les limites, c'est quelque chose qui ne sont pas définies. Les limites dans la Torah sont élastiques. Akadosh Baruch Hu, il nous aide. La tefila, on sait que, aussi, elle élargit les limites. Vous dites, je comprends rien. Tu lis un texte, je comprends rien. C'est-à-dire qu'on évolue. À partir du moment où on évolue, la limite, elle se déplace. Bien sûr, quand je sais lire que Aleph, bête, parce que ça, il ne faut pas étudier avec un enfant qui commence. Aleph, on va commencer à lui dire, c'est Aleph, c'est un bon. Non, le Aleph, lui, ça se réduit à une barre en diagonale, une en haut, une en haut à droite et une en bas à gauche. Ça, c'est la limite. Ouais, c'est la calligraphie d'une lettre, qui ne se prononce même pas d'ailleurs. Le Aleph, c'est muet. Et alors, il comprend rien. Après, quand on lui apprend avec les voyelles, Aleph et A. Puis il s'embrouille, le Aleph, il s'embrouille. Quand il va avancer un peu, le Aleph, ça ne veut plus rien dire pour lui. Ah non, là, c'est dans le Aleph. Ben, le Aleph, il est infini. Ah, mais il y a 10 ans, quand j'ai appris Aleph, tu m'as dit Aleph, c'est un dessin. Je t'ai dit que c'est un dessin, parce que tu commences. Maintenant, tu as appris un peu, et tu as appris à réfléchir, tu as appris à faire parler les lettres, les mots, les idées dans la vie. Tu te rends compte que l'Aleph, c'est l'infini. D'ailleurs, c'était le premier chiou. On a dit Aleph, c'est un. Aleph, c'est la première lettre. Mais en même temps, Aleph, tel qu'il s'écrit en entier, c'est 1000. Donc c'est l'infini. C'est 1000 plus la lettre plus P. C'est 1080 plus 30. Donc 1110. C'est l'infini. Dès qu'on rajoute des 1 et des 0, c'est l'infini, l'infini. Donc la première lettre, avec la première lettre, tu n'as jamais fini. Et pourtant, quand j'ai commencé, tu m'as dit, il y a une limite. Ah, l'année d'après, je te dis, bah maintenant, elle élargit la limite. Les limites sont élastiques. Il y a deux questions qu'il faut se poser dans les limites. Premièrement, où est-ce qu'elle se trouve? Deuxièmement, là où elle se trouve, est-ce que c'est sa place définitive? Et sur les deux questions, moi je réponds comme ça. C'est que premièrement, des limites, il n'y en a pas. Parce que la limite, elle est élastique. C'est où est-ce qu'elle se situe, la limite? Les gens disent, je le fais dans l'étude, les gens disent, bon, moi je l'étudie. J'ai étudié 4 heures. Ah, 4 heures, je ne peux pas. J'ai étudié 3 heures. Ah non, moi 3 heures, je vais exploser. D'abord, je lui dis, alors, je dis, mais t'as jamais essayé, tu vas exploser. Viens assis, puis dès que ça en a marre, on s'arrête. C'est pas grave. Parce que là aussi, on dit, ah non, moi j'étudie que 1 heure. C'est stupide, si tu dis 1 heure. Et tu étudies, tu vois, peut-être que tu vas rester 2 heures. Ah non, moi j'étudie que 1 heure. Après, je peux pas, je suis fatigué. Mais essaye. Si vraiment tu es fatigué, peut-être qu'au bout d'un quart d'heure, tu vas exploser. Alors on arrêtera. Ou peut-être que non, tu vas voir que j'ai étudié 1h05. Je croyais que ma limite c'était 1 heure, puis finalement je me rends compte que c'est 1h05. Et ainsi de suite. C'est comme ça dans tous les domaines de la vie. La tzedaka, puisqu'on a déjà fait des chouïms sur la tzedaka. Bon, je donne 10 euros à la tzedaka, je ne peux pas la vie. Pourquoi je donne 10? Qui est-ce qui a permis à l'homme de définir? Moi je donne 10 et pas plus. Ou c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a un. Comment on dit ça? On a fait un calcul à 1 euro près. Donc je sais que ce mois-ci, je ne peux pas donner plus que 10 euros. Il n'y a pas de problème. Le mois suivant, je refais mes calculs, je dis bon, ça va un peu mieux, j'ai payé mes impôts, j'ai payé ici, et puis de toute façon, dans la vie, elle est moins chère parce qu'il y a les soldes, on est dans la semaine des soldes, donc la semaine des soldes, c'est à la fin du mois, il doit rester le double de ce qui reste d'habitude. Non, c'est-à-dire, comme c'est les soldes, il va acheter 45 pantalons, il ne sait pas ce qu'il va faire avec.
C'est vrai. Alors moi, il ne faut pas que je fasse du marketing, sinon mon business, il va couler. Et je crois que c'est complètement stupide. Tu as besoin d'un pantalon. Bon, allez, il y a les soldes, tu en achètes deux. Allez, ok. Mais, alors lui, il fait un calcul. Il dit, normalement, un pantalon, ça coûte 100 euros. Il faut faire un calcul. Maintenant qu'il y a les soldes, 75%, donc tu l'as payé 25 euros. Donc il te reste 75 euros. Et quand il y a les soldes, deuxième débarque, il te reste 75 euros. Tu vas acheter 4 pantalons. Puis dans 2 mois, c'est encore les soldes. Tu vas acheter. À la fin de l'année. Avec tout ce que tu as acheté en solde, tu ouvres une boutique. C'est stupide. Allez, il y a les soldes. Le pantalon 25 euros. Allez, achète un. Tu sais quoi, achète un deuxième. Il te reste encore 50 euros. Donc à la fin du mois, dans ton budget, il te reste 50 euros. Qu'est-ce que tu fais avec? Eh ben, j'achète. C'est idiot. Le mois dernier, tu pouvais donner seulement 10 euros. Parce que c'est vrai, la vie, il n'y avait pas encore les soldes. La vie, elle était plus chère. Mais il te reste 10 euros. Donne-les à la Tzedaka. Ce mois-ci, il te reste 50. Qu'est-ce que tu fais? Et ce qui est paradoxal, on ne va pas faire un chiot sur les soldes. C'est passionnant les soldes. Il y a beaucoup de philosophie, de sociologie dans les soldes. Ah non, mais ce qui est paradoxal, c'est que le mois des soldes, il nous en reste encore moins à la banque. Il finit en minus. C'est incroyable. Et oui, parce que comme tout est en solde, alors il veut tout acheter, donc il n'a pas assez d'argent. Donc c'est mieux d'acheter quand il n'y a pas de les soldes que quand il y a les soldes. Je ferme la parenthèse des soldes. Donc Bekitsu. Voilà. Non, on n'est pas un être fini. On est dans la Torah, on a les enfants d'Israël. Comment on est appelé? Les enfants, les bénés d'Israël. Très intéressant, les enfants d'Israël. Je ne connais pas, j'allais dire il n'y a aucun, je ne connais pas un autre peuple qui s'appelle les enfants. On ne dit pas les enfants de l'Amérique. Ou les enfants de la France, ah oui, les enfants de la patrie. Oh, ça c'est fini, c'est l'ancienne génération. Aujourd'hui, on est français. On n'est pas les enfants de la France, les enfants de l'Amérique. Il n'y a que les enfants d'Israël, il y avait les bénés d'Israël. Le clan d'Israël, il est en éternel devenir. On est des enfants. Alors on a passé la première étape, on était bébés. On sait que la sortie d'Égypte, on est dans les parachutes de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle est, le Maharal dit, et beaucoup de Mefarchim ont repris cette idée, la sortie d'Égypte, elle est comparée à la naissance, à l'expulsion de l'enfant. Donc l'année des diplés, c'est l'année de la conception du clan d'Israël. Puis après, c'est la naissance. Et puis après, on peut s'amuser à dire que c'est la brit mila, la bar mitzvah, le mariage, etc., etc. Mais on est toujours des bébés, on est toujours des enfants. Pas des béniers. On est des bénés. Les bénés ou benot Israël. Celui qui dit, ah ça y est, je suis un adulte. C'est fini, c'est fini. Les peuples qui ont fini sont finis, ils ont disparu. C'est justement, comme on n'est jamais fini, qu'on peut encore exister. Les peuples qui se disent finis, on a tout fait. Ah, ça a tout fait, alors ok, suivant. Dehors, dégage, allez, suivant. Non, nous on reste toujours CP, CE1, on est toujours dans le primaire, au GAD, on est dans la maternelle. Non, on est des enfants, des enfants. Donc on n'est pas fini. Là, je m'as énervé sur ce mot. On n'est pas fini, on est limité, oui. Mais c'est une limite, c'est une limitation subjective. On pourrait dire aussi que chaque être humain, il n'a pas les mêmes. Pardon, chaque être humain, il n'a pas les mêmes limites, il n'a pas les mêmes pouvoirs. Je sais pourquoi lui il arrive à porter 100 kilos et moi 1 kilo, comme ma femme me dit, monte les courses de la voiture, on a l'impression qu'on monte des éléphants. Allô, tiens chérie, quand tu reviens, tu peux pas, il y a un sac dans le coffre, tu peux pas le monter. Ah non, c'est exagère et tout, je suis fatigué. Non mais dans le sac, il y a un citron, il y a une bouteille d'eau ou une bouteille de lait pour les enfants et une boîte de céréales. Ouais, mais c'est lourd et tout, moi je peux pas, j'ai déjà mon sac, il n'y a rien dans son sac. Il y a juste quelques dossiers ou son ordinateur portable. Ah, je peux pas, c'est un éléphant. Alors oui, le soir quand on rentre à 7h, mesdames, le sac c'est lourd. C'est un éléphant. On vit beaucoup dans la relativité des choses. Donc ça c'est le même. Le même, c'est fait référence. Est-ce que tu crois un rave qui étudie Massé Merkava? Il crève d'envie de l'enseigner. Un rave, quand il découvre quelque chose, il a envie de le dire. Et chut, laisse l'autre découvrir. D'ailleurs, le vrai chinour dans la Torah, l'éducation, c'est de laisser l'enfant découvrir. On ne peut pas derrière les enfants sans arrêt, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Ou le rave et ses élèves, faites ci, faites ça. À la fin, on devient, on a déjà dit ça, on devient carrelage. Torah carrelé. Une fois, un élève,
il est parti chez son rave, je ne sais plus si je l'ai raconté dans les vidéos. Il y a une fois un élève parti chez son rave et il lui a dit je vais acheter un frigidaire. Quel frigidaire j'achète? Le rave lui a dit mais je ne vis pas avec toi. Le frigidaire, c'est ta femme qui va l'utiliser, c'est ni toi ni moi, c'est ta femme. Alors donne-lui la carte bleue et le chéquier, diminue le budget à 1000 euros près, et puis qu'elle aille s'acheter le frigidaire, va l'acheter avec elle si tu me demandes. Là il croit tout, il faut tout demander au rave. Quelle couleur le frigidaire? Achète-le ce que tu veux, c'est pas une question. Non, c'est à un moment donné, bon, ça c'est des banalités de la vie. Vraiment, on s'en fout du frigidaire, c'est la garde de froid. Mais le rave et le parent c'est encore plus exceptionnel. C'est des fois ça nous brûle. On voit un enfant qui est en train de faire, j'allais dire une bêtise, c'est pas obligatoirement une bêtise. Dans mon monde à moi, s'il a fait une bêtise, mais selon son âge, selon le contexte dans lequel il vit, au contraire, c'est ce qui va lui permettre, c'est un épanouissement. Tout dire, fais ci, fais ça. Une fois ma femme elle me dit, je comprends pas, les enfants, 100 fois on leur dit les choses, ils n'écoutent pas. Je lui dis, bah, c'est pas la conclusion, c'est que tu vas dire encore 100 fois. Si 100 fois ça marche pas, 200 ça va pas marcher. C'est quoi? Qu'est-ce que tu dois dire? Qu'il faut arrêter de dire. Ah mais si je dis plus, il va pas le comprendre. Ah, alors, voilà. Si tu dis plus, tu m'as pas dit. Oui. Mais le pire, c'est que même quand on leur dit 100 fois, ils disent mais tu me l'as pas dit. Non, je t'ai pas dit. Je t'ai répété 100 fois. Moi j'ai rien entendu. Alors ou il ment, ou il n'a pas entendu selon les mots qui l'ont sensibilisé. Si tu as dit 100 fois que l'autre il n'a pas entendu, c'est que tu n'as pas dit les mots, parce que tu répètes 100 fois. Range ta chambre, range ta chambre. Je lui dis, moi, ma femme, on a répété 100 fois les choses en 6 mois que tu es crevé. Tu attrapes le gosse, tu lui dis assis-toi. Et tu lui répètes 100 fois. Range ta chambre, range ta chambre, range ta chambre. Tu lis la page 100 fois, à la fin ça va lui rentrer dans la tête. Non. Si ça lui rentre pas dans la tête, soit il faut arrêter de lui dire, soit il faut lui dire de façon à ce qu'il va entendre. Tu dis range ta chambre, ça veut rien dire. Un gosse, quand tu dis range ta chambre, il dit papa, ma chambre elle est rangée. Qu'il y ait une chaussure à la fenêtre et qu'il y en ait une à la porte, une au nord et une au sud, c'est comme ça que je range les chaussures. Les livres, toi tu dis, toi papa, maman, tu dis les livres, il faut les ranger dans la bibliothèque. Mais c'est complètement stupide pour un enfant. Il dit chaque fois que j'ai besoin du livre, par contre, je dois me lever du lit et je dois aller chercher le livre. Donc le livre par terre, ça s'appelle qu'il est rangé, etc. On n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas les mêmes mots, on n'a pas les mêmes idées, etc. Donc, ah oui, on peut bien sûr, il faut sensibiliser l'enfant au rangement. Et pour le sensibiliser, il faut parler dans son langage. Il ne faut surtout pas répéter les choses 100 fois. Si on voit bien, ça ne marche pas. Je lui dis, ma femme, tu vois que ça ne marche pas, alors arrête. Et là aussi, ma marche à tout. Des fois, il faut se taire. Des fois, il faut laisser l'enfant. Encore une fois, pas. Il y a des psychologues qui disent, il faut laisser l'enfant faire ses erreurs. Non, moi je dis pas. Il faut laisser l'enfant faire ses erreurs. Il faut laisser l'enfant faire son expérience, faire son exercice. Il faut le laisser découvrir par lui-même. Parce qu'il est en train de se découvrir à lui-même. Je ne peux pas dire à l'enfant, bon, t'es comme ça, tu fais ça. Moi, le parent, je suis ni psychologue, ni psychanalyste, et même si je l'étais, moi, je pourrais comprendre mon enfant. Mais c'est mon enfant. Fais confiance à mon expérience. Moi, j'ai l'expérience de Constantine, j'ai l'expérience d'Alger, j'ai l'expérience de Marrakech, ou bien j'ai les Ashkenazim je sais pas moi, de la Pologne. Non, laisse ton expérience. Papa, quand ça grandit tout seul, ça fait ton expérience. Maman, laisse-moi faire la mienne. Je fais ma vie. Les enfants disent très tôt. Et je fais ma vie. Voilà, ça nous offuse. Comment ça, tu fais ta vie? Je t'ai mis au monde. Tu es ma vie. Alors, des fois, ma marre, ça tout. Des fois, elle fait... Ah, mais des fois, ma marre, pas tout. Hein. Il y a des choses qu'il faut expliquer. Mais c'est pas qu'on a deux choses. C'est pas j'ai deux éléments. J'ai la montre et j'ai le crayon. Ah, la montre, il faut en parler. Le crayon, il ne faut pas en parler. À l'intérieur des choses dont on parle, hein, c'est pas il y a le sujet A, il faut en parler. Le sujet B, il ne faut pas en parler. Ça, c'est première idée du texte. Deuxième idée, c'est même les choses dont tu parles. À un moment donné, à l'intérieur de cette chose, il ne faut pas que tu parles. Il faut que tu laisses l'autre découvrir. Et même à l'intérieur des choses qu'il ne faut pas parler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire. Regarde, on va finir, parce qu'on a presque dépassé le temps, on va finir avec un truc qui est génial. Dans l'affect. Je sais pas, avec le couple, c'est avec les enfants, c'est avec un ami. Tu parles avec quelqu'un. Tu lui dis quelque chose. Alors l'autre, il dit, il répond, ou enfin, il s'explique, etc. Et puis à un moment donné, je réfléchis un peu sur les mots. Comment ça se passe? À un moment donné, alors on dit à l'autre, non, t'as rien compris.
Alors l'autre, s'il est très sensible, dit « si j'ai rien compris, je dis plus rien. Je t'ai pas dit de te taire. Je t'ai juste dit de ne pas dire ça. Je t'ai pas dit tais-toi, c'est fini. C'est pas le devoir du silence, c'est le droit à la parole. Juste, je t'ai dit, quand je te dis tu es un idiot, ça veut dire que tout ce que tu dis dans ta vie, ouais, des fois, on se renferme. Ça y est, tu m'as vexé. Je t'ai pas demandé de te vexer. Je t'ai juste dit que là, ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train de faire, ça me paraît stupide. Un maximum explique, ça y est, tu m'as vexé. Je ne veux plus parler avec toi. Non. La même chose, l'enfant ici, l'élève, la Torah, c'est pas, ah non, ça, il ne faut pas parler. Non, il faut en parler. Mais d'ailleurs, Achille a bien dit le mot Doresh. Doresh, c'est élargir la parole. C'est pas il y a des sujets, il faut parler, des sujets, il ne faut pas parler. C'est à l'intérieur des sujets qu'il faut parler. Il ne faut pas tout dire. Et à l'intérieur des sujets dont il ne faut pas parler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire. Donc, ça veut dire que dans chaque sujet, il faut trouver, et ça c'est un art, ça c'est extrêmement difficile, il faut trouver la quantité de la parole ou la quantité du dire. C'est-à-dire, ça y est, je ne dis plus. Là, je dois me taire. Et là, j'en ai pas dit assez. Comme parfois il faut apprendre à se taire. Ça y est, on a dit ce qu'il faut dire. Alors, Chazak ou Baruch, et si tu veux, la prochaine vidéo, on continuera sur le Noun.